monde. Salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Petit débrief hebdomadaire. On voulait revenir sur deux sujets cette semaine. On va revenir sur ce qui se passe à gauche. Il y a une nouvelle candidature. J'allais dire à la primaire, mais non, ce n'est pas à la primaire. C'est Jérôme Guedj qui se lance. Ça roule mon tambour. Jérôme Guedj. Mais le premier point qu'on voulait aborder, c'est l'affaire Epstein. Bon, tout le monde est au courant de ce que c'est que l'affaire Epstein. C'est des millions de documents, notamment beaucoup de mails et de photos qui sont reliés à ce pédocriminel qui s'est suicidé, qui a été condamné pour pédocriminalité et qui s'est suicidé en 2019. Et donc on découvre en fait tout un réseau en fait de gens qui communiquent entre eux, dont les relations sont plus ou moins fortes. Il y a des gens qui apparaissent une fois juste parce qu'ils sont cités, parce qu'il a envie de dîner avec eux. Puis finalement en fait ça s'est jamais fait, ou ça s'est fait d'ailleurs, on sait pas très bien, parce que en vérité donc c'est l'administration Trump qui met en ligne sur le site du ministère de la Justice l'ensemble des documents qu'il caviarde partiellement, c'est-à-dire que en gros les noms, certains noms sont cachés, notamment les noms des victimes, avec des trous dans la raquette, puisqu'il y a une quarantaine de victimes qui ont vu leur nom, parfois même leur adresse, leur numéro de téléphone, leur adresse mail diffusés dans ces documents. Donc il y a des attaques aux États-Unis parce que le droit à la vie privée, machin, c'est très important. Pas qu'aux États-Unis. Pas qu'aux États-Unis. Ouais, mais alors là-bas, genre, oui, là-bas, la différence, c'est que elles peuvent se faire des millions. Les victimes, ça fait une grosse différence, tu sais. Non mais bon, peu importe. Là-bas, tout prend des proportions complètement dingues. Ça fait partie du problème. Ça fait partie du problème. D'ailleurs, on en parlera. Mais donc, voilà. Donc, il y a ces documents qui sont sortis, qui sortent. C'est quand même important de le rappeler. Qui sortent, j'allais dire, au compte-gouttes. Donc, c'est des grosses gouttes puisque à chaque fois, c'est des millions de documents. Mais la promesse de Donald Trump lorsqu'il est revenu au pouvoir en 2024, c'était de dire, je vais mettre tout sur la place publique pour que vous ayez accès à tout. Le résultat, c'est qu'en fait, c'est tous les 6 mois, il met quelques millions de ces documents en ligne. C'est à la fois beaucoup, et à la fois la question c'est, est-ce que ce qu'on est en train de voir, c'est juste la partie émergée de l'iceberg? Qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'il y a tout? Qu'est-ce qui nous cache? Etc. C'est nécessairement, en fait, cette réflexion et celle de tous les gens, en fait, qui découvrent ces documents. Peut-être que toi t'as un premier avis, parce que on va pas revenir sur bon voilà, il y a Jack Lang, il y a Michel Hazanavicius, il y a des Français dans le lot, il y a des Anglais, des Américains, une foultitude d'Américains. On va pas revenir précisément sur ces cas particuliers. Enfin, je pense que nous c'est pas notre objet. En revanche, on pense que ça dit quelque chose du moment que l'on est en train de vivre. Ça dit quelque chose en fait de notre société, au moins d'une partie de notre société qui est ces gens qui sont tout puissants parce que ils sont d'immenses acteurs de cinéma ou des réalisateurs, ils ont énormément de fric, ou bien ce sont des politiques de premier plan. Et en fait, ce monde-là déjà est hyper interconnecté, au-delà de simples relations de travail. Ils se retrouvent pour passer des week-ends sur cette île de Jeffrey Epstein. Ils se font des dîners, des machins. Enfin, il a pas qu'une île. Oui, il a pas qu'une île. Il a un grand appartement à New York, à Paris aussi, et un grand appartement à Paris. Exactement. C'est pour ça que sur ce qui s'est passé à Paris, je trouve qu'on n'en sait pas beaucoup et que peut-être on n'en saura jamais plus. Mais en tout cas, Epstein était vraiment implanté. Voilà, c'est pour ça que Jack Lang est juste con, parce qu'il le fréquentait assidûment. Exactement. Et il partageait même des business avec lui. Enfin, en tout cas, sa fille et même lui partiellement. Enfin, mais voilà. Mais en gros, nous, ce qui nous a intéressé, c'est de réfléchir à qu'est-ce que ça disait en fait du monde dans lequel on vivait. Qu'est-ce que ça disait aussi du moment. En ce moment, après je te lance Catherine, mais une des questions, par exemple, dont on a beaucoup parlé entre septembre et décembre dernier pendant le budget, c'était la question des inégalités, c'était la question des ultra-riches, et c'était de dire, bon, en fait, il faut les mettre à contribution, et donc il y avait cette proposition
je parle de la France, hein, par exemple de taxe Druckmann, qui a beaucoup occupé le débat public. On a vu qu'une écrasante majorité de Français étaient en faveur de cette taxe Druckmann. Pourquoi ? Parce que il y a ce sentiment que il y a une inégalité en fait. En plus, qui va croissant, mais une inégalité qui est de plus en plus insupportable pour qu'on puisse vivre tous ensemble sur un pays. Et là, en fait, ce que nous dit l'affaire Epstein, c'est que cette inégalité, en fait, est une sécession. Tu vois, c'est-à-dire que en fait, il y a une partie de ces élites, de l'argent, du pouvoir, etc., qui dit non, en fait, moi, je vais vivre dans mon petit coin et puis je vais me dissocier de toute légalité, de toute valeur, on va dire un minimum humaine. Donc, je vais avoir accès à des prostituées mineures. Je vais faire toutes sortes de choses illégales parce que moi, je relis, il y a la pédocriminalité, mais il y a aussi les montages offshore de Jeffrey Epstein, etc. Enfin, voilà, tout ça, en dehors de toute loi humaine, de toute notion de vivre ensemble. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce qui me semble être intéressant, par différence avec le débat dont tu parlais tout à l'heure, qui était le débat qui nous a occupés sur le fait que les riches doivent contribuer au bien général, donc payer des impôts pour pouvoir payer, par exemple, le service public. Là, ce qui me semble être un peu différent, c'est qu'on prend la mesure d'un monde qui est un entre-soi, qui vit avec... D'ailleurs, c'est l'objectif d'être coupé des autres. Hein. On se le disait tout à l'heure, mais être dans ce monde de happy few, c'est ça qui fait rêver, quoi. C'est d'être accepté dans le cercle, de faire partie de cette élite coupée. Exclusive, voilà, c'est ça, exclusive. Dans lequel il y a, on se déplace pas du tout avec les transports en commun du commun des mortels. On vit dans des lieux qui sont tout à fait singuliers, même quand on habite Paris. On habite Villa Montmorency, coupé du reste de la ville. On met ses enfants dans des écoles super sélectes. On finance, par exemple, les grandes universités américaines comme Harvard, ce qui fait que ça te donne un droit d'entrée pour tes propres enfants, etc., etc. Donc, t'as vraiment un autre monde qui se constitue, mais ce dont on prend conscience, c'est que ce monde est d'abord international. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout, c'est pas très surprenant en fait. Hein. Rien de tout ça n'est très surprenant. On a une économie et des pouvoirs qui sont interconnectés, et donc cette classe en haut, là-haut, et le niveau de leur richesse et les lieux, enfin les secteurs qu'ils représentent sont les secteurs du pouvoir. C'est-à-dire, c'est des secteurs de la finance, c'est des secteurs du pouvoir politique, c'est les secteurs de la recherche et de la culture. Enfin, ce sont des lieux où ces gens ont le pouvoir de décision. Et que c'est un monde qui se parle, se décide, se protège et s'abstrait complètement de la vie démocratique, se soustrait à la politique et à la démocratie. Et je pense que, en fait, beaucoup de gens le savaient. On sait bien que ça existe. On sait bien que Nicolas Sarkozy, avec Madame, comment s'appelle sa femme ? Carla Bruni. Avec Carla Bruni, habite dans une rue privée. On le sait, on l'a vu quand Sarkozy est parti faire un tour en prison, que c'était dans une rue privée. Donc on sait bien que ça existe. Mais là, ce qu'on a vu, c'est l'ampleur du truc. On a mis des noms et on s'est rendu compte que ça concernait beaucoup de monde, y compris les présidents des États-Unis, que ça concernait tous les dirigeants quasiment de la tech californienne, que ça concernait des gens de la culture très importants. Donc c'est le fait que une chose est d'avoir conscience qu'il y a le monde des puissants, et autre chose est d'en prendre la mesure et de voir que c'est pas simplement la politique, c'est un système, c'est un écosystème dans lequel il y a, voilà, encore une fois, la finance, la culture, les intellectuels de renom qui sont sollicités pour en faire partie.
Et dans ce monde-là, ce que je note, évidemment, c'est que ce qui fait l'objectif et le signe d'appartenance, c'est la pédocriminalité, c'est la sexualité avec des prostituées et des jeunes femmes. C'est-à-dire, c'est la sexualité, pour essentiel, ce que l'on comprend, c'est une sexualité hétérosexuelle. Hein, c'est plutôt des hommes avec des femmes. Jusqu'à présent, c'est un peu ça, comme ça qu'on a compris l'affaire. Donc, c'est la possession des femmes et la porte d'entrée, l'attirance, la possibilité de faire quelque chose qui n'est pas licite ou qui ne se fait pas. Enfin, voilà. Et ça, c'est à la fois l'objectif et ce qui fonde et soude ce groupe-là, qui est donc un groupe d'hommes, femmes. C'est quand même un pouvoir, l'expression d'un pouvoir. Les puissants, ce sont des hommes qui se satisfont dans leurs orgies et leur fantasme hallucinant de violer des petites filles, quoi. Il y a un fantasme en fait de prédation en fait du monde et là la façon dont il nous apparaît à travers l'affaire Epstein, mais aussi à travers la présidence de Donald Trump et de divers autres chefs d'État, qui est basée sur la prédation absolue et sans limite de absolument tout ce qui peut exister sur Terre. Donc ça vaut pour le corps des femmes, pour le corps des enfants, pour les terres, que ça soit les sous-sols ou au-dessus. Je vais prendre l'enfant, je vais prendre la femme, je vais prendre le Groenland, je vais prendre le Venezuela, je vais prendre le pétrole, je vais brûler l'Amazonie, tu vois. Et allez, c'est parti. Enfin, tu vois. Oui. Et en plus, je vais faire tirer sur les Noirs et les Latinos dans les rues. Enfin, et tu vois, il y a une espèce d'absence totale de limite. À la possibilité de ces hommes qui sont quand même, ils ont une caractéristique en commun, c'est leur rapport au pouvoir. Encore une fois, je tiens à vraiment, il y a l'argent, la célébrité et le pouvoir politique. Non, mais le pouvoir politique, c'est ces trois choses en fait qui les réunissent. Après, ils ont la sexualité complètement folle et insupportable en commun, mais c'est ces trois choses en fait qui les réunissent. Et ça interroge en fait sur les aspirations en fait de notre société. Lorsque moi je rapprochais, je me souviens de Emmanuel Macron qui dit il y a ceux qui ont réussi, puis il y a ceux qui ne sont rien. Je me souviens d'Emmanuel Macron, toujours le même, parce que c'est notre président, qui dit tous les enfants devraient rêver d'être milliardaires. Oui. Je me souviens de l'autre qui dit Nicolas Sarkozy qui dit faut avoir une Rolex avant 50 ans sinon t'as raté ta vie. Voilà. Et en fait tout ça, donc là, ils disent des choses qui ne sont pas répréhensibles pénalement, hein, enfin bien évidemment, mais en revanche, moralement, l'endroit vers où ça nous mène, tu vois, genre, je pense que ça va dans la même direction, en fait, que cette sécession qui est proposée. J'aimerais juste raconter une toute petite anecdote. Il y a quelques mois, j'ai vu un documentaire, c'était un reportage, un documentaire sur Howard Hawks, qui est un réalisateur de comédies, pas que des comédies, mais un grand réalisateur des années 50-60 en américain. Et de Hollywood. Et donc, il raconte qu'un jour, il va chez une grande vedette, qu'il ne cite pas. Il dit, je vais chez la plus grande vedette, là, machin. Il me dit, vous savez pas quoi, il y avait une salle de cinéma privée. Et alors, il raconte ça au journaliste. Le journaliste lui dit, oui, c'est très courant, dans les grandes villas, ils ont leur salle de cinéma privée. Et là, Howard Hawks, j'ai dit, mais à quoi ça sert? Enfin, il dit, précisément, le cinéma, c'est pour qu'on regarde à plein. Tu vois. Et lui, il comprend pas. Il dit, non, mais là, c'est pour regarder son film tout seul. Enfin, il me dit, et l'autre, il dit, mais c'est comme ça dans les maisons de production. Il dit, mais ça, c'est pour travailler. Mais après, quand tu vas avoir du plaisir, le plaisir du cinéma, c'est précisément de le partager. Et ça, ce truc d'avoir une salle de cinéma pour soi, alors même que, genre, le cinéma est fait pour, c'est un endroit de rencontre. C'est comme si t'allais au théâtre juste pour toi. Alors, vas-y, tu loues la salle et tu vas avoir la troupe de la Comédie Française, mais juste pour toi, hein. Enfin, genre, surtout, tu partages pas. Non, mais c'est complètement dingue, tu vois. Mais ça fait partie des objectifs. Ouais, ça fait partie des objectifs. La sécession absolue, absolument partout, tu vois. Et surtout, si on pouvait ne pas croiser les pauvres gens et ceux qui n'appartiennent pas à notre monde, je pense qu'ils en seraient encore plus heureux.
Oui, ce que je crois aussi, c'est que si tout ça, suscite un tel intérêt du public, c'est évidemment parce qu'il y a des célébrités qui sont prises la main dans le sac, parce que ça a à voir avec l'argent, le sexe, la renommée, etc. Mais ce que je pense, c'est que il y a quelque chose qui fonctionne un peu comme une confirmation. La confirmation de ce que on sait, c'est-à-dire que ceux qui dirigent, les dirigeants élus, ne sont pas forcément ceux qui ont le pouvoir, que la vérité de l'exercice du pouvoir est ailleurs. Ce sondage qui est sorti ces derniers jours, qui dit que seulement 13% des Français considèrent que c'est les politiques qui peuvent changer la réalité du monde et de la réalité de la vie et changer les choses, à la différence, par exemple, des syndicats, des entreprises, etc. C'est-à-dire que le sentiment que la politique s'est totalement vidée de son essence, c'est-à-dire d'avoir du pouvoir sur l'organisation des sociétés, sur nos vies, et que ça, au fond, ça n'existe plus, que c'est un théâtre d'ombre. Je pense que cette affaire Epstein vient comme une confirmation de cela. Et c'est en ce sens que je la crois extrêmement grave. Je la crois très grave parce que confirmer quelque chose qui est en partie vrai, on pourrait se dire c'est très bien, c'est un moment où on peut se ressaisir, de ressaisissement pour revenir à justement redonner force à la politique. Le problème, c'est que je pense que le niveau de défiance entre les Français et les politiques est très élevé, parce que non seulement on pense qu'ils n'ont plus le pouvoir, mais on pense en plus qu'ils sont pourris. C'est-à-dire on ne leur fait pas confiance au sens de la morale. C'est-à-dire que on avait discuté de ça la semaine dernière, je crois, à propos de la sortie de Ruffin sur le président au SMIC, et dans lequel on avait dit au départ notre scepticisme, et plus cette affaire sort, et plus je me dis, Ruffin, il a vu quelque chose. Vraiment, il a vu ce problème de l'extrême défiance populaire à l'égard des dirigeants politiques qui sont soupçonnés d'être là, pas du tout pour pouvoir organiser la société, juste pour pouvoir s'en mettre plein les poches, éventuellement être connus, etc. Au fond, c'est cette situation qui est extrêmement détériorée, qui fait que je pense que cette affaire-là importe parce qu'elle vient en écho de quelque chose que les gens pensent, savent, et qu'il n'y a pas à ce jour de réponse politique véritablement au niveau. J'ajoute quelque chose qui m'arrache de dire, mais que d'une certaine manière, c'est aussi les élites, entre guillemets, progressistes. C'est-à-dire que ceux que nous connaissons aujourd'hui, alors peut-être que certaines de ces personnalités, des personnalités de droite ont été protégées, et il y en a de toute manière à l'intérieur, puisque par exemple Steve Bannon fait partie du package. Quand Catherine dit protégé, ça veut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les mails ne sont pas sortis. Alors peut-être que Trump fait de la rétention, l'administration Trump fait de la rétention sur les noms de républicains qui pourraient être mêlés à l'affaire. Moi, j'ai l'impression que c'est assez difficile de l'envisager ainsi. D'abord parce qu'il y a une loi qui a été votée aux États-Unis qui oblige Trump à sortir, enfin, qui oblige l'administration à sortir les éléments qu'ils ne voulaient pas sortir. Et il y a eu une rébellion qui les a obligés à rétropédaler. Donc, l'administration américaine est obligée de sortir les documents. Bref, à ce jour, ce que l'on peut dire, c'est que ce sont beaucoup des gens qui sont du Parti démocrate, proches des démocrates, et pour ce qui concerne l'Europe, des socialistes, des travaillistes, des sociodémocrates pour le nord de l'Europe. Et ça, je trouve ça vraiment très embêtant. Parce que du coup, on n'a pas la seule... je veux dire, ceux qui sortent sans être éclaboussés par cette affaire, c'est justement pas la gauche. Alors, je sais que vous allez me dire que la gauche ne se résume pas aux démocrates, aux travaillistes, aux sociodémocrates et aux socialistes, c'est certain, et que ça ne concerne pas tous les socialistes, pas tous les travaillistes, mais néanmoins, l'ampleur que cela a pris dans ces partis-là
Moi, je pense que c'est une question qui va nous retomber sur le coin du nez. Et alors, je cherche à... Bon, il y a des faits de fait. Epstein, qui était l'organisateur de tout ce réseau, était lui-même démocrate. Donc, je pense que son réseau amical et les gens avec qui il avait envie de travailler, etc., étaient plutôt de ce monde-là. On peut le comprendre. Je pense que ça a à voir aussi avec une autre chose, avec l'idée que peut-être dans cette élite-là, on se fait du libéralisme. Tu vois, c'est-à-dire que je vois comment Jack Lang est incapable de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il est complètement à l'ouest, il ne comprend pas l'erreur absolue qui est dans le fond de son approche de qu'est-ce que c'est que l'amitié, la relation avec les autres. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas de quoi il s'agit. C'est-à-dire que dans son logiciel libéral, progressiste libéral, finalement, jouir sans entrave, ça fait partie du truc, quoi. Moi, et alors, dernier point, donc, ce que je pense, c'est que c'est pour ça que c'est possible. Je pense que les Cubénis sont moins attirés par les orgies chez Weinstein. Mais pas moins par les enfants, si je puis me permettre. Eux, c'est dans d'autres endroits. Si tu veux, non, mais je veux dire, l'Église catholique, tu vois. C'est quand même une grande entreprise pédocriminelle plurimillénaire. Oui, non, mais je suis d'accord, mais en même temps... Ils vont pas sur une île privée. Avec des prostituées filles de 14 ans. Non, donc on les paye même pas. Ils les éduquent. Je pense que moi, je suis pas sûre que je sois d'accord avec ce que tu viens de dire. Ce que je pense, c'est que il y a un surmoi qui a parfois explosé dans ces élites qui déjà n'ont pas beaucoup de surmoi. Et en plus, quand elles s'imaginent être du côté de la liberté, de la libération sexuelle, alors là, on roule ma poule, quoi, tu vois. Et donc, ça fait que je pense que tout ça crée un ensemble assez explosif qui, hélas, je le crois, d'abord manifeste la faiblesse de la démocratie et on ne voit pas quelles sont les forces politiques qui vont être capables de faire face et de proposer un chemin pour se remettre debout, quoi. Je suis complètement d'accord. J'aimerais dire aussi un point sur en fait, là, quand on s'exprime, on dit les élites, on dit les puissants, etc. Et d'aucuns pourraient considérer que il y a des relents conspirationnistes, c'est-à-dire en fait, créer des réseaux englobants qui ne sont pas assis sur des preuves élaborées, là en l'occurrence par le ministère, enfin par les documents, et puis derrière par des journalistes sérieux qui ont bossé sur le sujet. C'est un vrai... Je pense que c'est un vrai point parce que t'as dit à plusieurs reprises, t'as dit oui, ça confirme en fait ce qu'on subodorait, ce qu'on pensait avant, tu vois. Et là, je te raconte pas les conspirationnistes, tu vois, ceux qui pensent que genre les élites qui sont en sécession sont tous reliés. Alors ça peut passer par la question antisémite, genre en pensant que c'est les juifs qui dirigent le monde avec Soros et compagnie, tu vois, et puis Epstein, Weinstein, et voilà. Et puis tu as ceux qui pensent que ce sont des reptiliens parce que ce sont des aliens, etc. Enfin, je veux dire, et eux aussi en fait sont confortés. T'as ceux qui pensent que genre dans les orgies pédocriminelles, ils s'adonnaient à du satanisme, du vampirisme ou que sais-je, tu vois. Enfin, en fait, c'est aussi un espèce de puits à fantasmes, tu vois, genre qui va. C'est pour ça qu'il est aussi important de garder la tête froide en fait sur ce que l'on a en face de nous. Lorsqu'on parle de l'affaire Epstein, on a en face de nous un réseau de puissants et de riches qui s'adonnent à de la pédocriminalité et qui font un travail de sécession actif. Aller au-delà de ça, tu vois, genre aller... Parce que je sais les tentations en fait de dire ah oui mais il y a tous ceux qui n'y sont, tu vois, parce que en plus l'idée que
les documents sont caviardés, on n'a pas tous les documents, c'est en fait tout le monde y est. Tu vois, genre Macron par exemple, n'est pas cité. Bah, ça se trouve Macron, alors il était dedans. Non, mais tu vois, genre, en plus quand il était chez Rothschild, Mm. tu vois, enfin les gens peuvent avoir des et comme ça des idées complètement. Voilà, il faut quand même. Il y a des gens qui n'y sont pas, tu vois, genre Oui. et qui ne font pas partie de ce monde-là. Donc ça dit à la fois quelque chose de l'état de notre monde et l'état de nos sociétés des deux côtés de l'Atlantique, hein, parce que c'est surtout là-dessus qu'est concentré le réseau Eckstein. Mais il faut faire quand même attention à ne pas aller trop loin et à pas envoyer, tu vois, à dire bon bah en fait quand t'es riche t'es pédocriminel. Tu vois, genre, c'est pas, il n'y a pas de relation, de corrélation entre être riche et être un pédocriminel. Je pense que quand t'es riche, genre, t'as rarement le cul propre. Ça, je le dis. Je pense qu'il y a une corrélation. Quand je dis le cul propre, ça veut dire que, genre, la façon dont t'as amassé ton capital, il y a toujours un endroit où, genre, ça va pas. En revanche, ça ne veut pas dire riche, que tout n'a pas été on réussi. parle, quand on parle de Oui, riche, les 0,1%, hein, enfin. oui, c'est ça, c'est ceux qui ont les milliardaires. des milliardaires ou des centaines de millions, quoi. Voilà. Donc, il faut faire attention à ce qu'on englobe, tu vois. Et... Oui, mais en même temps, tu vois, Pablo, moi, je comprends qu'on peut pas laisser aller les délires conspirationnistes. Je pense que il faut pas exagérer leur importance. Je pense que pour une part, les gens qui racontent ces bêtises savent que ce sont aussi des bêtises. Enfin, tu vois, je veux dire, l'idée que, je sais pas, ça avait déjà été raconté que Hillary Clinton buvait le sang des enfants et je sais pas quoi. Ben, ce que je veux dire, c'est que... Oui, mais après, tu vois, comme je disais tout à l'heure, juste à Catherine, Peter Thiel, donc qui est un des manias de la tech américaine, qui est très proche de J.D. Vance et qui était un pote d'Elon Musk, Peter Thiel, et c'est documenté, il le dit lui-même, depuis je sais pas combien d'années, il se fait des transfusions de sang de jeunes hommes pour essayer de rester le plus en forme le plus longtemps possible. C'est-à-dire que tu vois, t'es là, genre, c'est-à-dire que les pires théories conspirationnistes, bon, bah, parfois, genre, t'es là, genre, ah bah oui, le Peter Thiel, lui, il valide la théorie, tu vois. Ouais, il valide la théorie, je veux dire, dans ce monde-là, et aussi, ils cherchent à s'en sortir, eux. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée du transhumanisme qui est complètement dingue, de pouvoir échapper à la mort, enfin, ou de pouvoir sortir de la Terre et d'aller sur une autre planète, ce qui est quand même la promesse que fait Elon Musk. Et de manière beaucoup plus prosaïque, encore une fois, ils achètent en ce moment, du côté du Danemark, etc., toutes les îles autour de la calotte glaciaire, parce que là, ça restera supportable quand le reste de la planète sera en feu. Donc, il y a quand même... Enfin, ce que je veux dire, c'est que, oui, c'est délirant, ça fantasme comme c'est pas permis. Moi, si tu veux, ce que j'ai l'impression, c'est que, en fait, d'abord, les gens se cherchent des explications, d'une certaine manière s'amusent. Moi, je repense à toutes ces caricatures absolument grotesques qui couraient au moment de la Révolution française et qui notamment engageaient Marie-Antoinette, enfin, qui visaient Marie-Antoinette. C'est d'une certaine façon la même histoire, hein, tu vois. Attends, je dirais que tu me parles... Quand j'étais jeune, ou pendant la Révolution française, je me souviens des caricatures. Oui, exactement. Mais comme certains d'entre vous m'appellent la mamie, voilà. Oui, c'est ça. J'étais une mamie, j'étais une jeune femme à l'époque. À l'époque, c'est une jeune femme. Non, mais je me souviens de ça, quoi. Je vois ces images qui ont beaucoup circulé pendant la Révolution française. Et en fait, je trouve que cette façon, je veux dire, le carnaval, la caricature, les délires conspi, tout ça, ça me paraît faire partie un peu d'un folklore qui est une manière de s'amuser, éventuellement de se trouver des explications, mais que tout le monde, en fait, ça dit quelque chose qui est autre et on peut pas rabattre, tu vois, simplement se dire ce sont des conspirationnistes, ce sont des connards de machistes qui ont moqué la reine en la représentant en truie avec ses bijoux, etc. C'est vrai que c'était ça, mais ça exprimait autre chose que ça. Et pour moi, c'est encore une fois dans une forme très désagréable parfois, disruptive ou je sais pas comment le dire. C'est quand même cette colère populaire
qui s'expriment là, y compris, je dis encore une fois, dans ces excès et ces délires conspi. Mais ce n'est pas ça le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, ce n'est pas le délire conspirationniste. Le fond de l'affaire, c'est des gens qui sont écœurés, choqués de voir que eux, ils en bavent et que toute leur vie leur échappe. Elle leur échappe au quotidien et en plus, politiquement, elle est en train de leur échapper parce que la démocratie est en train de foutre le camp et que les élections, c'est une blague puisque c'est plus les politiques qui ont le pouvoir et que c'est des gens qui décident à Davos ou sur l'île de Epstein. En parlant d'élections, revenons à notre gauche française, sans transition. Là, sans transition. Oui, parce que non, mais oui, parce qu'en l'occurrence, tout à l'heure, j'ai dit que ça concernait. Je veux pas dire que ça concerne toute la gauche cette affaire. Hein. On est d'accord. Bon. Bon, d'ailleurs, il n'y a aucun des acteurs de la gauche française d'aujourd'hui, parce que Jack Lang, même s'il est toujours président de l'Institut du monde arabe, c'est plus tellement la gauche française, c'est plus un acteur de la gauche française de premier plan. Donc, revenons donc à notre gauche française. C'est dingue à quel point on ne comprend pas ce qui se passe. Non, mais je trouve ça vraiment étonnant, quoi. Il est à peu près aussi à côté de la plaque que ceux que dans les défenses, tu sais, au temps de DSK. Hein, ça me peut paraître le même niveau d'incompréhension de ce qui se passe. Bon, revenons à la gauche. Revenons à la gauche. Donc, cette semaine, on va vous parler de Jérôme Guedj, qui est un député socialiste, qui a été... Ouais. D'accord, c'est vrai qu'il n'est pas connu, mais quand même, au point que tu dises Jérôme Guedj est un député socialiste. Attends, tout le monde ne sait pas qui c'est. Si ma mère me regarde, elle ne sait pas qui c'est Jérôme Guedj. Ah oui. Maman, tu sais pas qui c'est Jérôme Guedj, je sais que tu sais pas qui c'est, et c'est pas grave. Et genre, donc, député socialiste, t'as été un pote de Mélenchon pendant longtemps, il faisait partie, en gros, de la gauche du PS, et il s'est brouillé au moment où Jean-Luc Mélenchon est parti du PS, puis c'était un peu rapipoché, et puis ils se sont reséparés, assez définitivement, à partir du 7 octobre 2023, et des prises de position à la fois de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, d'un côté, et des siennes, de l'autre. Et là, il y a eu un divorce total. On se rappelle notamment les mots, parce qu'il y a eu un divorce de fond, et puis il y a eu, je tiens à le rappeler, les mots ignominieux de Jean-Luc Mélenchon à l'égard de Jérôme Guedj, intitu personae, parlant de Jérôme Guedj et de la double laisse de son allégeance. Il n'a pas dit double, les laisses. Les laisses de ses allégeances, enfin, genre c'est épouvantable la façon dont il s'était exprimé à l'égard de Jérôme Guedj. Bon, ceci étant, aujourd'hui, Jérôme Guedj, c'est mercredi, il va sur France Inter, puis il dit, voilà, je suis candidat à l'élection présidentielle. Alors là, Benjamin Duhamel lui tire, bon, c'est bien. Mais personne ne vous connaît. Personne ne vous connaît. Ah bah, tu vois, t'as raison, il lui rappelle. Oui, c'est ça, il dit ça, mais j'ai trouvé ça un peu vache. Un peu cavalier. Mais bon, il lui dit ça, et là, après d'expliquer, en fait, genre, d'où il parlait. Alors, en vérité, sa candidature, elle dit deux choses. La première, c'est que c'est un anti-Mélenchon, mais vraiment viscéral, pour les raisons que l'on a dites tout à l'heure. Et il fait une candidature qui dit, genre, voilà, il existe deux gauches, et elles sont absolument irréconciliables, et donc il faut absolument trouver un espace pour incarner totalement ce qui pourrait être l'antithèse de la gauche Mélenchon. Et donc c'est moi qui vais l'incarner sur une base qui est la République à l'Est et l'universalisme. On discutera de ces points tout à l'heure. Mais l'autre chose qu'on s'est dit avec Catherine, c'est qu'en fait, il est le témoin, cette candidature est le témoin d'un trouble du côté social-démocrate, parce que je vous rappelle, il y a un an, on nous expliquait que... mois même il y a encore 3 mois. Oui, mais ça avait commencé il y a un an, tu vois, après les élections européennes, on va dire. Et le camp social-démocrate avait dit non mais là c'est bon, on est sur des rails, c'est impeccable pour 2027. On a un candidat qui s'appelle Raphaël Glucksmann et voilà, c'est la panacée, la potion magique, tout ce que tu veux. Et puis après, Raphaël Glucksmann, il a commencé à dire bon bah ok, je vais faire un projet parce que j'en ai pas tellement de projets. Tu vois, savoir si genre la social-démocratie française c'est
la Macronie en nuancé ou la Mélenchonie en nuancé, tu vois, on sait pas trop. Tu vois, genre, de quoi ils sont le côté pâle, on sait pas. Genre, du coup, on pensait que, genre, ils allaient faire une proposition en dur, quoi, en positif. Bon, bah, pour l'instant, il y a toujours pas de programme, toujours pas de projet, même si ça avait été annoncé avant l'été dernier. Il y a eu les séquences médiatiques de Raphaël Glucksmann qui ont été loin d'être probantes, et je pèse mes mots. Et donc, du coup... Tu es indulgent. Voilà, et je suis indulgent. Et donc, du coup, bon, Raphaël Glucksmann, pertes et profits, bye bye. Tu vois, genre, ou plutôt, le reste se dit, bon, bah, il y en a encore qui pensent que ça peut être Raphaël Glucksmann, mais du coup, le reste de la social-démocratie se dit, attends, bah, c'est peut-être le moment, et je suis Avant Raphaël Glucksmann, il y avait eu l'homme au nœud papillon, là. Cazeneuve. Cazeneuve, qui n'a pas de nœud papillon, mais c'est pas grave. Toujours nœud papillon. Toujours nœud papillon. Il a pas de papillon. Non, il a des abos comme ça. D'accord. C'est genre une oui, élégance c'est vrai. avec un foulard. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois. Bon, d'accord. En tout cas, il y a eu un moment où les espoirs, c'était que Cazeneuve, ça allait faire Voilà. l'affaire. Cazeneuve, donc. Voilà. Et genre, maintenant, il y a Hollande. Out Cazeneuve, out Glucksmann. Hollande. Bah non. Oh bah attends, tous les 3 mois, genre il y a un Mais article lui, dans le il Monde, fera ça, dans mais, Libération, genre le retour d'Hollande, point d'interrogation, tu vas dire oui, c'est ça, oui, je pense qu'il y a que lui qui Non, mais je croit, pense il que croit personne n'y croit, même pas Jérôme Gage, quoi. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que le groupe qui veut relancer une social-démocratie autonome et distincte du reste de la gauche et voire en rupture avec le reste de la gauche, même eux ne pensent pas que François Hollande, ça puisse être la solution. Je veux dire, oui, François Hollande, pour avoir factué la gauche, on peut dire qu'il a réussi son coup. Il a quand même mis le Parti socialiste à plat et c'est aussi ces échecs qui ont permis à Jean-Luc Mélenchon d'émerger comme il a émergé. Oui, Emmanuel Macron. Oui, mais disons pour la gauche, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon fait son score aussi sur la base de l'échec, son premier score en 2017 sur la base de l'échec du quinquennat de François Hollande. Et en 2022, les socialistes ne se sont pas remis sur pied et donc Mélenchon constitue la candidature de gauche qui a un peu de sens. Voilà. Donc en fait, personne ne croit vraiment en dehors de François Hollande, qui par ailleurs est écouté. Hein. Je ne dis pas que le passage de François Hollande à la télé ou à la radio n'a pas d'importance, puisque comme il est ancien président de la République, dans ces moments où on a envie d'avoir des paroles un peu solides sur des questions internationales, le point de vue de François Hollande est écouté. Mais il ne peut pas représenter en aucune façon une solution pour l'avenir de la gauche, en dehors du fait qu'il faut savoir reconnaître quand son temps est passé. Et c'est le cas pour François Hollande. Bref, donc, Jérôme Gage. Et je pense qu'il en va de même pour Jérôme Gage. Ah oui, non, c'est pas la même question. Ben moi, je pense qu'il en va exactement de même. Parce que je me suis posé, j'ai écouté Jérôme Gage sur France Inter et après sur France Info, et je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce qu'il essaye de nous raconter? Il essaye de nous raconter qu'il existe une possibilité. Non, déjà, il commence par éliminer Mélenchon. Et il dit, le plus grand danger, ça serait Mélenchon au second tour contre Jordan Bardella ou Marine Le Pen, puisque Mélenchon nécessairement perdrait. Donc, c'est ça le plus grand danger pour la France. C'est que Mélenchon arrive au deuxième tour. Bon, ça, c'est son première hypothèse. Il répond pas quand Benjamin Duhamel lui demande s'il y avait un second tour Mélenchon-Bardella, pour qui vous voteriez? Il ne répond pas à cette question. Il est infoutu même de dire je vote contre Jordan Bardella. Même ça, il n'est pas capable de le dire. Tu vois. Donc vraiment le cœur de sa motivation, en tout cas personnelle et peut-être politique, c'est de s'opposer à Mélenchon. Exactement. Bon, voilà. Donc au moins autant qu'à Jordan Bardella. Enfin, je veux dire, il les met sur un pied d'égalité, du coup. Oui, enfin, parce qu'il peut dire, je vote pas Jordan Bardella. Et après, merci, j'en comprends, on a dit c'est pas clair. Oui, toute la gauche veut s'opposer à Jordan Bardella. Pourquoi est-ce qu'il il pense que sa candidature a du sens? C'est parce qu'il pense qu'il faut absolument construire une gauche qui s'oppose à la France insoumise et qui ne fasse pas d'alliance avec la France insoumise. C'est-à-dire qu'il y ait des désaccords avec la France insoumise, mais si tout le monde est d'accord avec la France insoumise, tout le monde serait à la France insoumise. Donc le fait qu'il y ait des désaccords n'est pas une question. Mais là, ce que la proposition qui est celle d'une partie du Parti socialiste et de Jérôme Gage, c'est de dire nous ne pouvons pas parler à non seulement Jean-Luc Mélenchon, mais à tous ceux, pas à la France insoumise, mais à tous ceux qui sont prêts à travailler avec la France insoumise. C'est pour ça qu'il écarte la primaire. Parce que dans la primaire, il y a
les écologistes, l'après, Debout, qui, voilà, donc Ruffin, Tondelier, Autain, qui eux disent qu'il faut faire avec toute la gauche, qu'il faut rassembler toute la gauche. Donc lui, c'est cette opposition, donc c'est vraiment le critère politique ultime, c'est travailler ou pas avec la France insoumise. Et lui, sur cette base-là, il dit... Il clive. Il clive et je me présente, voilà. Et parce que, genre, parce que ce qui découle en fait de ça, c'est de se dire au premier tour, il peut se trouver une candidature, en l'occurrence, j'imagine la sienne, qui réunisse à la fois les socialistes et ce qui reste des macronistes, c'est-à-dire en gros le centre-gauche et le centre-droit. Et sur cette base-là, il pense que il pourrait aller au second tour et que il n'y a que en partant de cette base-là qu'il pourrait l'emporter au second tour. Tu vois. Il l'a dit ça? Non. Ah oui, d'accord. Moi, c'est ce que j'imagine, c'est ce que je tire comme conclusion, en fait, de sa stratégie politique. Au-delà de sa propre personne, hein, je sais pas s'il s'imagine vraiment aller jusqu'en 2027, mais je pense que c'est ça, la stratégie, et je pense qu'il fait une... Alors, pourquoi est-ce que il y a des gens qui estiment légitime de penser, d'avoir ce type de raisonnement? Parce que ça a été expliqué par plusieurs politistes récemment, c'est la radicalisation des macronistes. C'est-à-dire que d'imaginer en fait que à partir du moment où tu ne votes plus socialiste, tu vois, et que tu as voté Emmanuel Macron, etc., tu vois, tous ces gens-là, en fait, considèrent pour des raisons liées au rapport au capital, au rapport à l'économie, etc., ne pourront plus jamais voter à gauche. Et genre, il aurait un peu, c'est-à-dire qu'il y a eu une dérive progressive en une dizaine d'années de ces gens-là qui vraiment trouvent insupportable le programme le plus allégé qui soit, même proposé par des socialistes rose pâle, comme dirait l'autre. Tu vois. Et donc ça leur paraît tellement... Et donc du coup, lui il se dit genre, partant de ça, on va commencer, Gage, on s'est dit on va commencer en fait par, on va faire de ça le cœur de cible. Au lieu, exactement comme tu dis, pour les gens de la primaire, de mettre le barycentre à gauche. La proposition de Clémentine Autain, de François Ruffin, de Marie Tondelier et des autres, et d'Olivier Faure, c'est de dire on va d'abord rassembler la gauche le plus largement possible, et sur la base de cette gauche, et après essayer d'attendre 50% au deuxième tour, tu vois. Enfin, ce qui est pas du tout la même logique. Je crains que la proposition de Jérôme Gage, au-delà de sa propre personne, hein, enfin, soit une impasse. Oui, c'est-à-dire chercher à construire une proposition politique à partir d'une alliance du centre-gauche et du centre-droit n'existe pas. Et alors, moi, je suis d'accord que beaucoup de politistes disent cela. Moi, je pense que c'est pas tout à fait aussi simple que ça. On l'a déjà dit ici, quand on regarde les sondages, les études d'opinion, la Macronie dans sa diversité continue de considérer qu'il y a une limite avec l'extrême droite. Ce qui n'est pas le cas de la droite, qui elle est en train de, pour la moitié en tout cas de ses électeurs, ils sont déjà en train de dire que pourquoi pas l'extrême droite, tandis que la Macronie considère encore ça comme une limite. Ce qui fait que ça constitue quand même un espace quand l'enjeu c'est d'empêcher l'extrême droite d'accéder au pouvoir. Ça constitue un enjeu de parler, de s'adresser à ce monde qui représente, je sais pas moi, entre 12 et 20% probablement, qui croit à l'économie de marché, croit au ruissellement, croit à la politique de l'offre, enfin toutes ces balivernes qui ne marchent pas et auxquelles ils continuent de croître malgré tout, mais qui malgré tout aussi ne sont pas prêts à acheter Bardella, quand bien même Bardella leur promettrait qu'il ne te fera pas d'impôt pour les riches, quoi. Tu vois, je pense que moi je crois que je ne crois pas à la proposition de Gage. Mais par contre, je pense que ce n'est pas tout à fait aussi fermé que ça, les relations avec la Macronie, même si je pense que la Macronie de gauche, c'est quand même pas grand monde. Hein. C'est pas beaucoup de monde qui décroche pour se retrouver, retourner à sa famille d'origine,
d'où viennent quand même beaucoup des électeurs d'Emmanuel Macron de 2017. J'aimerais dire quelque chose, mais ça vaut pour Jérôme Gage, mais ça vaut aussi pour beaucoup d'hommes et de femmes politiques. Parce que Jérôme Gage, il a utilisé des mots, et il dit, je pense qu'il y a un espace pour une tonitruance socialiste, et il a aussi parlé d'efflorescence. Genre, le fait de que tout, comme, et donc, sur cette base-là, tu vois, il fait une proposition politique, et tout le monde dit, moi j'étais avec des commentateurs politiques hier sur France Info, et tout le monde était, ah ouais, intéressant et tout, laïcité, république, universalisme, genre comme si c'était super nouveau. Et mais surtout, je me suis dit, c'est quand même dingue parce qu'il est quand même invité dans la matinale de France Inter. On en a beaucoup parlé dans les médias, etc. Et il fait une proposition et la question, on analyse son discours, mais est-ce que quelqu'un s'est posé la question du rapport en fait de son discours avec la réalité des dynamiques politiques qui sont à l'œuvre dans notre pays, tu vois. C'est-à-dire dans quelle mesure ça dit quelque chose à quelqu'un, ce que raconte Jérôme Gage. C'est-à-dire que je veux bien que genre on fait de la littérature et tout sur ce qu'il raconte, sur son positionnement, mais ce que je pense c'est que pour faire une élection présidentielle, tu as besoin d'un souffle. Tu ne peux pas juste te positionner et puis genre espérer que des gens vont écouter ce que tu... Enfin, je sais pas. Il y a un problème de logique en fait dans la façon dont, en l'occurrence Jérôme Gage, mais ça vaut pas que pour lui, dont il fait de la politique. C'est-à-dire que si tu fais pas de la politique en rapport avec les dynamiques réelles, tu fais du bruit de ta bouche. Hein. Genre ça sert à rien. Moi demain je peux genre me dire tiens moi je vais aller créer un mouvement, je vais me lancer à la présidentielle, ça s'appelle le pio-vivianisme et puis voilà. Et puis genre je peux vous donner des points hein, parce que j'ai plein de bonnes idées, tu vois. Et puis peut-être que même ce sera intéressant, mais enfin si c'est assis sur aucune dynamique réelle, ben je vais rentrer chez moi puis je serai tout seul. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a un rapport à la réalité qui est complètement genre lunaire et sous prétexte qu'il est député, mais bon, ça me fait une belle jambe qu'il soit député et qu'il ait des choses méchantes à dire à Mélenchon. Tu vois. Sur le fond, moi j'ai deux choses à dire sur ce qu'a dit Jérôme Gage. La première, c'est, on s'en est parlé tous les deux, c'est que le fait qu'il mette la question de la République et de la laïcité comme un identifiant, dont encore une fois on se rappelle qu'il veut faire la distinction avec la France insoumise. C'est-à-dire qu'en fait, en creux, il dit « Ma différence avec la France insoumise, c'est que moi, je suis pour la République et pour la laïcité et pour l'universalisme. » Je trouve ça catastrophique. D'abord, parce que, évidemment, cela suppose que les autres ne le sont pas. Et vouloir construire de gauche irréconciliable sur un tel sujet, mais la gauche n'a aucun avenir si elle n'est pas pour la République, la laïcité et l'universalisme. Aucun. Ce que je veux dire, c'est que ça ne peut pas être l'objet d'un clivage, ça ne peut être que l'objet d'un rassemblement. Ces valeurs-là ne peuvent pas être mises en avant, comme le fait Jérôme Gage, pour cliver. Ça ne peut être que c'est ça qui nous rassemble. Donc, j'ai trouvé ça affreux, quoi, quand il a dit ça. Ça, c'était la première chose qui m'a beaucoup choquée. La deuxième chose qui m'a beaucoup choquée, c'est quand il a parlé, il dit à un moment donné, on a besoin des immigrés comme on a besoin des riches pour payer des impôts. Ah putain, je me suis dit, bah dis donc la vache, hein, c'est plus grand chose, hein, la pensée socialiste de Jérôme Gage, hein, parce que si on a besoin des riches pour payer des impôts, ça veut dire que la contestation des inégalités dans leur structure, dans leur fabrication, ce n'est pas une question pour Jérôme Gage. Ce qui fait qu'il y a des inégalités des pauvres et des riches, n'est pas un sujet. La seule question, c'est il y a des riches donc ils peuvent payer des impôts. Et ce n'est pas une contestation de cet ordre inégalitaire. Et ça me renvoie, je voulais dire tout à l'heure, et j'ai oublié de le dire à propos de Jacques Lang, dans les bêtises qu'il a racontées sur BFM, à un moment donné, il dit « Ce n'est quand même pas criminel que d'aller chercher des mécènes. » Parce qu'il raconte qu'il va chercher des mécènes. Et en fait, c'est un peu la même logique. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de critique de ces inégalités qui donnent du pouvoir à des gens d'être le mécène de telle ou telle exposition, de tel ou tel film, de telle ou telle recherche pour tel ou tel médicament, etc. De tel ou tel média. De tel ou tel média, etc., etc. C'est-à-dire que, au fond, ils ont accepté. Ils sont juste dans
la récupération et c'est un peu le ruissellement, en fait. Donc, en ce sens, moi, je me suis dit, Jérôme Gage, qui était parmi les premiers frondeurs contre la politique de l'offre de François Hollande, qui maintenant s'est fait connaître du grand public pour avoir été un actif trait d'union entre le Parti socialiste et le Cornu, ben, il a fait un drôle de chemin politique. Franchement, tu vois, on parle de ces macronistes qui se sont écartés idéologiquement de la gauche. Ben, je pense que Jérôme Gage a fait ce chemin avec eux. Oui, mais la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça veut dire? Bah, qu'est-ce que ça dit, en fait, de, genre, non, mais de notre espace politique, tu vois, enfin, de la façon dont se configure aujourd'hui, de la nouvelle configuration, ça veut dire que de la nouvelle donne. C'est pas anodin, effectivement, de considérer en 2016 que vraiment François Hollande c'est trop, genre, et donc du coup, je me mets dans les frondeurs, et genre 10 ans après, de considérer que il y a que le Cornu qui va, il faut absolument sauver le soldat le Cornu. Tu vois, genre, je veux dire, c'est très paradoxal. Il y a quand même une chose qui a changé. Et je pense que c'est là-dessus, en fait, que se base ce changement radical de positionnement politique de Jérôme Gage. C'est que, genre, la question de l'extrême droite, la question de, genre, comment est-ce que, genre, on lutte contre cette extrême droite, la question de la place de une gauche auquel il n'appartient pas, dans son champ, parce que ça reste dans son champ, tu vois, même s'il dit qu'il est très fier de ne pas avoir été élu, il est le seul député de gauche à ne pas avoir été élu avec l'étiquette NFP, enfin il le porte comme un pins, d'accord, ok, très bien. Pour autant, il appartient quand même à cette gauche-là, tu vois. Et genre, et donc ces deux mouvements-là, en fait, font qu'aujourd'hui, il y a une partie de la classe politique, je ne suis pas certain que ce soit suivi par ni le peuple de gauche et encore moins par ni les électeurs de gauche, tu vois. On va voir comment tout ça réagit. Mais ça dit quelque chose de genre, ben, comment certains, en fait, peuvent, j'allais dire perdre la tête, c'est pas le mot, mais genre, tout d'un coup, changer radicalement de position sur des sujets qui, avant, faisait partie en fait de la structure idéologique de Jérôme Gage, tu vois. Il vient de la gauche hein. Enfin de la gauche du Parti socialiste, pardon. Bah oui. Donc genre la question des riches, je pense pas que ce qu'il a dit là sur les riches qui m'a aussi énormément choqué. Je suis pas sûr que genre il y a 20 ans il aurait jamais dit cette phrase-là. Il aurait pas pu la dire. C'était pas genre le verre était pas dans le fruit. Oui, bah, moi je pense qu'il s'est même pas rendu compte de la bêtise qu'il a dit. D'ailleurs, elle a été relevée par personne. Hein. Je veux dire en dehors de toi, parce que c'est toi qui as fait la newsletter. Non, c'est Loïc Leclerc. C'est Loïc. Ah, c'est toi Loïc qui a fait la bref. On l'a écrit tout ensemble, tous ensemble de toute façon. Bah, bref, voilà. Comme souvent on écrit des choses ensemble, ou en tout cas on se relie les uns les autres. Voilà, il y a eu une brève sur Jérôme Gage, cette phrase-là qui est vraiment très symptomatique d'une évolution politique et idéologique sidérante. Je pense que moi, ce qu'elle dit, c'est ce que nous n'avons cessé de dire, c'est qu'en fait, le Parti socialiste n'a pas reconstruit une proposition socialiste et que il navigue à la godille, et donc tout le monde a salué le sens tactique d'Olivier Faure. Donc, pour l'instant, le Parti socialiste n'a pas reconstruit un corpus politique, et donc du coup, ils sont largués. Ils sont largués et ça dérive comme ça peut. Et Jérôme Gage, je ne sais pas s'il en a complètement conscience. Il est le symptôme de ça. Absolument. Dernier petit point qu'on voulait aborder, c'est le classement par Laurent Nunez, par le ministère ministre de l'Intérieur, de la France Insoumise comme parti d'extrême gauche. Donc à partir de maintenant, notamment aux prochaines élections municipales, les listes insoumises elles seront classées comme extrême gauche et non pas comme gauche, comme c'était le cas jusqu'à présent et comme c'était le cas aussi du fait d'une, alors je sais pas si c'est une décision, je sais pas comment ils appellent ça, mais en tout cas un écrit, un avis du Conseil d'État. Voilà. Donc là, il s'oppose à ça, il a le droit, hein. Enfin, genre, c'est son droit le plus absolu, c'est lui le maître des élections. Alors après, le Conseil constitutionnel peut dire, attendez, tu vas regarder, puisque les juges des élections. Mais bon, jusqu'à preuve, là, voilà. A priori, aux prochaines élections, dans les papiers, là, officiels, qui seront classés comme extrême gauche. Alors évidemment, ça fait... Ce n'est pas en aucune façon justifié. C'est-à-dire que pour l'instant, le ministère de l'Intérieur ne dit pas sur quelle base, sur quels critères il peut qualifier d'extrême gauche. Pour
que le seul argument que j'ai entendu, c'est qu'il n'y a plus véritablement de parti d'extrême gauche au sens classique du terme, c'est-à-dire en fait les différentes familles trotskistes qui ne pèsent plus. Enfin, le NPA, je sais pas si il y avait le NPA et oui, un peu plus, c'est ça le pourcent, il a fait 5%. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'extrême gauche au sens de NPA, lutte ouvrière, et il y avait les ancêtres du POI, enfin du Parti ouvrier internationaliste. Oui, oui, ils existaient. Oui, mais d'accord. Mais ils existent toujours. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tout ce joli monde, là, ces trois groupes issus de l'histoire trotskiste, a pu faire à un moment donné, en tout cas en 1995, ils ont fait jusqu'à 12%. Donc c'était pas. Quand Jospin pas le nom, quoi. Non, je rigole, ça va. Non, ils ont battu Jospin. Mais parce que genre comme Jospin et Alain Berthaud, bon, est-ce que tu le comptes dans les trotskistes? Jospin a été lambertiste. Oui. Mais... Parce qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il ait fait une politique lambertiste. Mais est-ce que quand tu es lambertiste, tu l'es un jour, tu l'es toujours? Moi, je sais pas, je rigole. Un peu conspire. Puis n'importe quoi, un peu con, quoi, surtout. Donc, conspi, il y a con. Donc, il y a spi. Moi, je suis spi, toi, t'es spi. Voilà, c'est ça. Bref, donc l'argument, c'est de dire, puisque l'extrême gauche n'existe plus et qu'ils sont le plus à gauche sur l'échiquier politique, ce qui n'est pas complètement faux, ça, de dire. Ah, parce qu'il le dit ça assez souvent pour qu'on commence à le croire. Voilà, qui sont les plus à gauche. Alors du coup, c'est normal de les traiter d'extrême gauche. Mais c'est comme si quand il y avait, quand l'extrême droite n'était pas présente au Parlement et représentait peu de choses, comme si on avait classé l'UMP à l'extrême droite, quoi. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Je veux dire, extrême gauche et extrême droite, ça réfère à une histoire et pour ce qui concerne l'extrême gauche, ça réfère à un rapport très critique à l'égard de la démocratie représentative, des institutions et de l'idée que l'on se fait du processus de transformation que l'on veut révolutionnaire. Bon, c'est complètement dingue. Je veux dire, la France insoumise n'a pas changé de position depuis 2017. Le programme de Mélenchon, qui reprenait le programme qu'il avait établi avec le Parti communiste en 2012. En 2017, il le remet à jour, mais il le représente. En 2022, il retravaille et il représente. Et là, ils sont en train de faire la même chose. À chaque fois, je veux dire, c'est pas exactement le même programme, mais en tout cas, la logique, la cohérence, elle n'a pas évolué profondément. Ils sont absolument en phase avec ça. Donc, ça veut dire quoi? On est d'extrême gauche parce que on se lève dans l'hémicycle, qu'on fait du bruit avec son pupitre ou je sais pas quoi. Enfin, c'est quoi le critère d'être d'extrême gauche? C'est clairement, pour moi, c'est clairement un acte politique qui vise à écarter extrême gauche et extrême droite. Donc je trouve ça très scandaleux et très inquiétant que Nunez se donne ce droit-là et ce pouvoir-là. Je suis totalement d'accord. Je pense effectivement que Laurent Nunez, qui prend son rôle d'homme politique plus que son rôle de ministre de l'Intérieur, garant des élections, blablabli, blablabla, je trouve ça très inquiétant. Je pense effectivement que c'est pour séparer la gauche de la France insoumise et le reste de la gauche. Première chose, tu vas faire rencontrer Gage. Et bon, je pense qu'ils se sont rencontrés déjà. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est aussi une façon de disqualifier la France insoumise dans ses perspectives d'accès au pouvoir. C'était assez drôle. Je parlais, tu sais, c'est comme de dire terroriste. Hop là, tu dégages. Enfin, et genre, tu n'as plus voix au chapitre. Et ben là, extrême gauche, paf, tu dégages, t'as plus voix au chapitre. Hier, j'ai fait un débat sur France Info et on parlait de Jérôme Gage et encore lui. Et au bout d'un moment, on discutait et je comprenais pas trop ce que voulait faire Jérôme Gage et le présentateur me dit il veut incarner la gauche de gouvernement par rapport à la France insoumise notamment. Et j'étais là genre bon c'est quoi ça, c'est une nouvelle de... tu vois sur quoi ça se base. Enfin, Jean-Luc Mélenchon a été ministre, pas Jérôme Gage par exemple, tu vois. Enfin donc c'est mais voilà, en fait ouais, ça disqualifie. C'est pour leur disqualifier leur capacité l'imaginaire en fait de les voir au pouvoir. On voit moins arriver l'extrême gauche au pouvoir, hélas ou pas hélas, que
la gauche, tu vois. Et donc, voilà, tu les insultes, en fait, en les traitant d'extrême gauche. Il y a un tout petit Je sais truc pas si on les insulte. Voilà. Non, mais je pense que Laurent... que là, mais c'est... Non, mais parce que c'est assez drôle, parce que... Ça les écarte. Ça les Ça écarte en effet de l'exercice du jeu institutionnel et démocratique et de l'accès au pouvoir normal. Alors, il y a un truc assez drôle, c'est que il y a beaucoup donc d'insoumis qui se sont insurgés de cette décision du ministre de l'Intérieur et en disant c'est scandaleux, pourquoi on est extrême gauche, on n'est pas extrême gauche, et derrière, bah il y a des gens d'extrême gauche, tu vois, qu'on dit genre enfin genre c'est pas une insulte, hein. Moi, je me suis souvent qualifié d'extrême gauche. Personnellement, je me suis souvent considéré comme faisant partie de l'extrême gauche. Et la qualification d'extrême gauche pour les communistes a souvent été admise. Donc moi, je trouve ça pas insultant, tu vois. Mais je comprends pourquoi c'est fait et je trouve ça totalement inadmissible que ce soit fait sur la décision du ministre de l'Intérieur sans aucun argument. Un an avant l'élection présidentielle, 2 mois avant les élections municipales. Pour moi, extrême gauche, c'est pas la honte, mais parce qu'évidemment, pardon. En fait, les effets là, c'est dégueulasse. Les effets immédiats. C'est pas juste Roger Martelly qui va voir ça quand il va regarder les tableaux sur le site du ministère de l'Intérieur le 15 mars au soir. Enfin, les effets immédiats, c'est que les journalistes sur les plateaux télé et à la radio vont mais vraiment prendre un malin plaisir à chaque fois dire vous êtes d'extrême gauche et les autres de dire non on est de gauche et là, ah oui mais c'est le ministère de l'Intérieur qui l'a dit alors on a le droit de le dire d'après officiel tu vois et ça va être systématique pendant 1 an donc voilà ce que ça va produire voilà les effets immédiats en fait d'une décision du ministère de l'Intérieur. Ils sont vraiment dégueulasses. Ah, dégueulasse. Non, mais vraiment, c'est peau de badane, là. Non, mais ce pouvoir macroniste est absolument, d'un niveau d'irresponsabilité politique incroyable, insupportable. Il est vraiment temps d'y mettre fin. Ouais, faut ça. Et de reprendre le pouvoir. Ah, vas-y, Pablo. Allez, à la semaine prochaine. Vive le Pablo, puis le vidéo. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.